ces fractures, le terme de fracture du genou. Donc, il faut savoir que les fractures de l'extrémité en matière de traumatologie, les fractures de l'os fémoral ou bien les fractures du fémur comprend 3 entités. Les fractures de l'extrémité supérieure du fémur qui englobent les fractures de la tête fémorale, les fractures du col et les fractures de la région trochanterienne. Donc, c'est les fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Il y a également les fractures diaphysaires et les fractures de l'extrémité inférieure du fémur. Donc, aujourd'hui, on va faire les fractures, une de ces entités. On ne peut pas vous entendre, docteur. Non, ce sont toutes les fractures. Ce sont toutes les fractures dont le trait intéresse l'un ou les deux condyles, ainsi que leur jonction avec la diaphyse et qui est la métaphyse. Donc, les condyles, on appelle les condyles l'épiphyse. L'épiphyse est représentée par les condyles. Et juste au-dessus des condyles, il y a la métaphyse, et juste au-dessus de la métaphyse, il y a la diaphyse. Donc, ce sont des fractures métaphyso-épiphysaires. Voilà. On a une autre définition. On a une autre définition. On admet que les fractures de l'extrémité inférieure du fémur siègent au-dessous d'une ligne. Cette ligne siège 12 à 17 cm au-dessus de l'interligne du genou. Fémoro-tibial, si vous voulez. Et pourquoi 12 à 17 cm? C'est normal parce que c'est en fonction de la physionomie de la personne. Et, ça dépend de la taille, si vous voulez, de la personne. Donc, si c'est par exemple 1m60, 1m65 ou 1m70, c'est à peu près 2 cm. C'est beaucoup plus que ça, donc ça peut aller jusqu'à 17 cm. Donc, la deuxième définition, on parle des fractures de l'extrémité inférieure du fémur quand le trait de fracture siège au-dessous d'une ligne. Cette ligne siège 12 à 17 cm au-dessus de l'interligne. Voilà une deuxième définition. Une troisième définition également, on parle des fractures de l'extrémité inférieure du fémur, comme ce sont toutes les fractures de l'extrémité inférieure du fémur dont le déplacement ne se fait qu'en arrière. Le déplacement des fractures de l'extrémité inférieure du fémur ne se fait qu'en arrière. Il se fait sous l'action des muscles jumeaux. Qui dit jumeaux, ça veut dire deux. Il y a le jumeau interne qui s'insère au niveau du condyle interne. Il y a le jumeau externe qui s'insère au niveau de la face postérieure du condyle externe. Voilà. Pourquoi on étudie ces fractures? On étudie ces fractures parce qu'elles sont graves. Elles sont graves pourquoi? Parce qu'elles peuvent menacer le pédicule vasculo-nerveux en arrière et elles peuvent menacer également l'appareil extenseur du genou en avant qui comporte le tendon quadricipital, la rotule et le tendon rotulien. Elles sont graves également parce qu'elles sont difficiles à traiter. Difficiles à traiter parce que quand on fait la réduction, donc j'ai dit, elles se déplacent en arrière. Quand on fait la réduction, donc il faut les ramener en avant, juste en contact du fragment proximal. Donc on dirait qu'on est en train de lutter contre ces muscles qui tirent l'extrémité inférieure du fémur vers l'arrière. Donc la réduction, c'est une lutte contre les muscles jumeaux, si vous voulez. Donc, difficulté réductionnelle. Elles sont graves parce qu'il y a des difficultés réductionnelles. Elles sont graves également, pourquoi? Parce que quand on les traite chirurgicalement, on est obligé de fixer en distal au niveau des condyles, donc c'est au niveau
de l'épiphyse, donc c'est au niveau de l'os spongieux. Cette épiphyse ou bien ces condyles ne sont faites que de l'os spongieux. L'os spongieux n'offre pas une bonne prise au vis comme l'os cortical. Donc, deuxième difficulté, thérapeutique. Et comme problème également, ces fractures, quand elles surviennent, ce sont beaucoup plus les fractures complexes et communitives qui sont fréquentes. Donc, les fractures de l'extrémité inférieure du fémur, les plus fréquentes, ce sont les fractures complexes et communitives. Il faut retenir ça. Il faut retenir ça. Ce sont les fractures. Les fractures de l'extrémité inférieure du fémur les plus fréquentes, ce sont les fractures complexes et communitives. Je n'ai pas dit supracondylien, je n'ai pas dit succès intérieur. Ce sont les fractures complexes et communitives. Voilà. Il faut savoir que ces fractures ne sont pas fréquentes. Donc, puisqu'ils ne sont pas fréquentes, un chirurgien n'en opère pas beaucoup. Et quand il n'opère pas beaucoup, ça veut dire qu'il manque d'expérience. Et puisque ce sont les fractures complexes et communitives qui sont plus fréquentes, donc ça pose un autre problème. C'est pour ça que j'ai dit, oui. Docteur, est-ce qu'il y a une raison pour qu'ils aient des fractures communitives et pas simples? Parce que les fractures, le plus souvent, parce que la cause principale, ce sont les fractures, ce sont les accidents de la circulation. Donc, c'est un choc violent. D'accord. OK. Merci. Voilà comme difficulté. Oh. Je vous fais, on passe à un petit rappel anatomique. J'ai pas beaucoup de choses à dire. L'extrémité inférieure du fémur est, bon, elle est volumineuse. Elle est faite à partir, elle est composée de deux condyles, le condyle interne et le condyle externe, qui offrent une surface articulaire en bas pour les plateaux et une surface antérieure pour la rotule. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette extrémité inférieure du fémur, il faut retenir les rapports les rapports avec l'extrémité inférieure du fémur. Il faut retenir qu'il y a en arrière le pédicule vasculo-nerveux. Dans la rupture du vaisseau, entraîne une ischémie du membre. Cette ischémie peut arriver jusqu'à l'amputation. Ce qu'il faut retenir également, c'est que cette extrémité du fémur, elle a des rapports en avant avec l'appareil extenseur du genou, qui est composé du tendon quadricipital, de la rotule et du tendon rotulien. Voilà ce qu'il faut retenir en gros. C'est le pédicule vasculaire en arrière, et l'appareil extenseur en avant. Voilà. Pour l'anatomie pathologie, il faut connaître certaines circonstances de survenue. Les circonstances de survenue les plus fréquentes, les circonstances de survenue, la plus fréquente, c'est l'accident de la circulation. Il peut y avoir d'autres circonstances comme les accidents de travail, comme par exemple les accidents de travail, à un certain moment balistique plutôt également. On est passé par une période difficile, donc c'est le balistique, les fractures balistiques. Mais tout est possible, même les accidents sportifs. Accidents sportifs, accidents de travail, accidents de la circulation, un peu de tout. Pour les mécanismes, comme toute la traumatologie, il faut retenir deux mécanismes. Le mécanisme direct et le mécanisme indirect. Le mécanisme direct, c'est le moins fréquent. Il faut retenir ça. Le mécanisme direct, c'est le moins fréquent. L'exemple type, qu'est-ce que ça veut dire un mécanisme direct? C'est-à-dire que la fracture survient au niveau du point d'impact du choc. Le mécanisme direct veut dire que la fracture survient au niveau du point d'impact du choc. L'exemple type de ces fractures,
par mécanisme direct, c'est l'accident de moto, chute de moto. Lors de la chute, la moto ou bien l'engin écrase le genou contre le sol et ça entraîne une fracture. Voilà. Le mécanisme indirect, et c'est le mécanisme le plus fréquent. Par définition, un mécanisme indirect, c'est que la fracture survient loin du point d'impact. Loin du point d'impact. Loin du point d'impact du choc traumatique. Puisqu'on a parlé que les circonstances les plus fréquentes, on a parlé des accidents de la circulation. Donc, l'exemple type, c'est le syndrome du tableau de bord. Le syndrome du tableau de bord. Donc, soit c'est le conducteur, soit c'est le chauffeur, soit c'est le conducteur, soit c'est le passager avant, lors d'un accident de la circulation. Donc, vous pouvez deviner que c'est un choc à haute énergie. Lors de l'accident de la circulation, soit la rotule reçoit un choc par le tableau de bord et elle entraîne la fracture de l'extrémité inférieure du fémur, soit c'est un choc transmis du plancher à travers le pied et la jambe et qui se transmet jusqu'à l'extrémité supérieure du fémur et ça entraîne une fracture. Soit également, et c'est encore plus grave, c'est quand un accident grave également, il y a, on dirait, une flexion de l'extrémité inférieure du fémur qui entraîne une flexion de l'extrémité inférieure qui se passe au niveau de l'os, bien sûr, qui entraîne la fracture. Il faut savoir que ces fractures nécessitent un choc violent chez le sujet jeune. Il faut savoir que ces fractures nécessitent un choc violent chez le sujet jeune. La cause la plus fréquente, c'est l'accident de la circulation. Le mécanisme le plus fréquent, c'est le syndrome du tableau de bord. Et vous devinez que quand le choc est violent, vous devinez qu'il peut y avoir d'autres lésions associées au niveau du crâne, au niveau de la face, au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen ou bien ailleurs. Il faut savoir également que chez le sujet âgé, le plus souvent ostéoporotique, nécessite un choc moins violent. Le sujet âgé peut tomber, peut faire une chute de sa hauteur, et ça peut entraîner une fracture d'une chaise, d'une échelle. Donc, chez le sujet âgé, par ostéoporotique bien sûr, la fracture peut survenir sans choc violent. On peut parler des facteurs favorisants. Le premier facteur, c'est l'ostéoporose. C'est quoi l'ostéoporose? C'est la fragilité de l'extrémité osseuse. C'est la fragilité de l'os. C'est la déminéralisation de l'os. Et c'est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme, bien sûr. Mais cette ostéoporose peut entraîner toutes les fractures possibles. Au niveau du membre supérieur, au niveau, par exemple, du poignet, au niveau du membre inférieur de la cheville, ou bien au niveau de l'extrémité supérieure du fémur. Bien sûr, les fractures les plus fréquentes, on les connaît. Les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, les fractures du poignet et les fractures de la cheville, chez les sujets ostéoporotiques. D'autres facteurs favorisants également, j'ai dit la poliomyélite. Pour la poliomyélite, l'hémiplégie, la paraplégie. Pourquoi on parle de fragilité osseuse dans la poliomyélite? Parce que la poliomyélite, le membre, le sujet, ou bien n'utilise pas correctement son membre. Donc, quand on n'utilise pas le membre correctement, il va se déminéraliser. L'os va se déminéraliser. Et l'os déminéralisé devient fragile. Et l'os fragile se fracture fréquemment. La même chose, l'hémiplégique, c'est un membre qui ne bouge pas. Le paraplégique, deux membres qui ne bougent pas. Donc, ils ne sont pas utilisés. Donc, ils sont amenés à faire une déminéralisation osseuse. Cette déminéralisation osseuse entraîne une fragilité osseuse. Et cette fragilité expose à la fracture. Il y a également d'autres facteurs, c'est l'arthrose. L'arthrose, c'est quoi? C'est la dégénérescence du cartilage articulaire. Une fois le cartilage, une fois l'arthrose installée,
le malade se plaint de douleur. Et quand il se plaint de douleur, il n'utilise pas son membre correctement. Il diminue le périmètre de marche, il marche avec boiterie, et ces facteurs entraînent une déminéralisation. Quand on n'utilise pas le membre correctement, ça entraîne une fragilité, une déminéralisation osseuse. Et cette déminéralisation osseuse entraîne une fragilité osseuse. Et cette fragilité osseuse expose à la fracture. Il y a également la raideur. C'est le même principe. C'est le fait qu'on n'utilise pas le membre correctement. Il y a également l'arthrodèse, la prothèse totale du genou. L'arthrodèse, c'est quoi l'arthrodèse? C'est une fixation chirurgicale d'une articulation. Par opposition à la raideur, c'est une diminution de la mobilité de l'articulation lors de l'évolution d'une maladie. La prothèse totale du genou, c'est le remplacement articulaire de l'articulation du genou. Ça entraîne une déminéralisation osseuse autour des pièces métalliques. Et cette déminéralisation osseuse en proximité des pièces métalliques entraîne une fragilité. Cette fragilité expose à la fracture. Voilà. Donc, j'ai dit les fractures du sujet jeune nécessitent un choc violent à haute énergie, contrairement à celle du sujet âgé qui peut survenir suite à un choc faible qui se résume à une simple chute de sa hauteur ou d'un lieu peu élevé, tel une chaise. Voilà. On passe à la classification de ces fractures. Je vous annonce d'emblée qu'on peut les classer comme les fractures, si le trait de fracture survient au-dessus des condyles. On les appelle les fractures supracondyliennes ou bien les fractures suscondyliennes. Quand le trait de fracture siège au-dessus des condyles, on les appelle fractures supracondyliennes ou bien fractures suscondyliennes. Voilà. Donc, comme vous le devinez, ce sont des fractures extra-articulaires. Le trait de fracture est au-dessus de l'articulation, ce sont des fractures extra-articulaires. Le siège du trait, c'est au niveau de la métaphyse, donc c'est au niveau métaphysaire. Qu'est-ce qu'il fait? Le trait de fracture sépare les deux condyles en bloc du reste des fémurs. Le trait peut être simple, transversal, il peut être simple, oblique, comme il peut être simple, sphéroïde. Le déplacement associé pour le fragment distal, on a dit déjà, on a annoncé la couleur qui se déplace obligatoirement en arrière sous l'action des jumeaux. Le fragment distal se déplace en arrière, en postérieur, sous l'action des jumeaux. Le fragment proximal, donc quand il se déplace plutôt, le fragment proximal distal, quand il se déplace en arrière, il menace quoi? Il menace le pédicule vasculo-nerveux. Donc, ça vous impose de faire un examen vasculaire et un examen nerveux systématique dans les fractures de l'extrémité inférieure du fémur, comme toute la traumatologie d'ailleurs. Mais ici, il faut bien rechercher les lésions vasculo-nerveuses. C'est très important. Par contre, le déplacement du fragment proximal se fait en avant et un petit peu en dehors. Et ça crée, puisqu'il se déplace en avant et un petit peu en dehors, il crée une crosse. On appelle ça, c'est une déformation en crosse. Il crée une voussure, une courbe. Donc, c'est une déformation en crosse. C'est caractéristique des fractures du fémur, que ce soit diaphysaire ou bien distale. Malheureusement, dans les fractures, j'ai dit, de l'extrémité inférieure du fémur, les fractures les plus fréquentes, ce sont les fractures complexes et communitives. Donc, si le trait est simple, c'est bon. Si le trait est complexe, la fracture est complexe, donc elle associe plusieurs traits. Cette comminution peut toucher la corticale interne, ou bien qu'on appelle actuellement médiale, comme elle peut toucher la corticale externe ou bien latérale,
Donc, si elle touche, si c'est un trait simple avec une comminution de la corticale médiale, on parle d'une fracture supracondylienne à comminution médiale ou bien interne. Si la comminution touche la corticale externe, on parle de fracture supracondylienne à comminution ou bien à complexité externe. Et si elle touche les deux corticales, donc elle touche toute la métaphyse, on parle de fracture supracondylienne à comminution métaphysaire. On peut dire également, c'est une fracture supracondylienne à comminution métaphysaire interne ou bien médiale. On peut dire également, c'est une fracture supracondylienne à comminution métaphysaire externe, comme ici elle touche les deux corticales, donc toute la métaphyse, on parle de fracture supracondylienne à comminution métaphysaire. Voilà. J'ai dit que le déplacement du fragment distal mène à son arrière le pédicule vasculo-nerveux. Le fragment proximal menace bien sûr l'appareil extenseur. Qu'est-ce qu'il peut entraîner? Il se déplace d'arrière en avant. Donc, il y a sous le tendon quadricipital, il y a un cul-de-sac. C'est le cul-de-sac de glissement du tendon et de la rotule. Donc, il peut embrocher ce cul-de-sac, arriver au tendon rotulien, quadricipital plutôt, pardon, et arriver jusqu'au tissu graisseux sous-cutané et parfois jusqu'à la peau, entraînant une ouverture cutanée de dedans en dehors. Donc, en résumé, le déplacement du fragment proximal peut entraîner des lésions de l'appareil extenseur, en particulier le tendon quadricipital. Et ça peut arriver jusqu'à l'ouverture cutanée, donc ça peut entraîner une fracture ouverte. Le fragment, un petit détail, j'ai dit que le cul-de-sac, c'est le plan de glissement du tendon quadricipital. Donc, une fois lésé, la cicatrisation se fait vers la fermeture. Il va y avoir des synéchies. Il va y avoir une cicatrice une fermeture, des synéchies, de fermeture de ce cul-de-sac. C'est une source de raideur du genou. C'est pour ça que quand on les opère, on opère les fractures de l'extrémité inférieure du fémur, il faut autoriser la rééducation. Il faut autoriser la rééducation précocement pour éviter la raideur du genou. Voilà. Donc, en résumé, j'ai dit, le fragment proximal, distal plutôt, peut entraîner une lésion du pédicule vasculo-nerveux. Donc, il faut faire attention. Il faut chercher les lésions vasculo-nerveuses systématiquement avec un examen correct. Et le déplacement du fragment proximal peut entraîner une lésion de l'appareil extenseur, en particulier le tendon quadricipital. Donc, il faut la rechercher systématiquement.